Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission d'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler île, nous allons parler insulaire, nous allons parler outre-mer. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Luc Laventure, qui est le président du groupe média Outre-mer 360. Alors, merci d'abord d'ensoleiller notre plateau. Il ne fait pas très beau à Paris aujourd'hui. Et là, nous avons un point commun, le soleil. Voilà, exactement. Et quelque chose qui nous a bercé toute notre enfance, notre jeunesse, notre vie et qui fait partie de nous. Nous apportons la lumière avec l'humilité qui nous caractérise. Elle est la bienvenue. Alors, qu'est-ce que c'est que, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas vraiment les Outre-mer, comment définissez-vous les Outre-mer ? Alors, c'est très compliqué, les Outre-mer. Les Outre-mer, c'est une espèce d'exercice de ce qui s'est passé après la colonisation, où il y a eu un certain nombre de territoires qui ont voulu faire partie de ce qu'on appelle les départements et les territoires français. Ce qu'on appelle les 4 vieilles colonies, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. Et puis il y a eu également Mayotte, il y a eu, qui est maintenant un département, il y a eu aussi la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, et puis loin, très loin, sur les rives du Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, petit village adossé au Canada. Alors, c'est ce qui permet en fait à la France, aujourd'hui, d'être encore présente sur les 5 continents. On peut dire que c'est grâce à nous, grâce aux Outre-mer, que la France est la seconde puissance maritime mondiale. Après les États-Unis. Après les États-Unis. D'accord. Et comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut expliquer que, malgré toutes ces distances extraordinairement, c'est très loin, eh bien, il y a encore cette fidélité ou ce rapprochement qui se fait, cette collaboration qui se fait avec la France. Alors, est-ce que c'est une fidélité? J'allais dire que c'est plutôt un ancrage historique. On s'en souvient, côté anglo-saxon, côté anglais, les Anglais ont assumé leur colonisation avec l'Inde, il y avait un certain nombre d'États, ils ont monté le Commonwealth. Oui. De Gaulle a voulu le faire. Et puis, ça s'est mal passé plutôt avec ces anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Oui. Parce que ces pays sont adossés à des cultures multimillénaires. Et elles n'ont pas voulu s'intégrer dans quelque chose qui n'était pas leur ADN profond. Tandis que les pays qui constituent les Outre-mer français, c'est-à-dire les départements et territoires d'Outre-mer, ce sont des cultures, j'allais dire nouvelles. Ce sont des cultures de colonisation, mais de colonisation nouvelle. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'à La Réunion, il n'y avait personne avant la colonisation. La Réunion, c'est une île déserte et ce sont les Blancs, les Arabes, les Noirs qui l'ont peuplé et tout cela a créé une espèce de melting pot nouveau qui remonte à 2-3 siècles maximum. Donc là, c'était possible en fait. Là, c'était possible. Ouais. Aux Antilles, c'est la même chose. Ce qu'on appelle l'économie de plantation a fait que, après le génocide de tous les Amérindiens qu'il y a eu aux États-Unis, on a fait venir les Blancs d'Europe, les Européens sont arrivés, ils ont fait venir une main-d'œuvre africaine qu'on appelle la main-d'œuvre d'esclaves, main-d'œuvre également d'engagés avec les Indiens, et cela a constitué effectivement des populations. Donc ce sont des populations toutes jeunes, nouvelles, et qui n'existaient pas auparavant. Justement, est-ce qu'il reste des Amérindiens en Guadeloupe? Non. Il n'en reste plus. Non. Les derniers Amérindiens c'est les premières populations. Absolument. On les a enlevés, jetés, massacrés. Et il y a une petite réserve, vraiment au sens de réserve d'Indiens, à la Dominique, entre la Martinique et la Guadeloupe. Il y en a une. Et ils sont combien? Quelques centaines. C'est dramatique. Même ce mot réserve. Je dis quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, oui. Puisqu'il reste quand même des Amérindiens en Guyane. D'accord. Voilà. Mais même ce mot réserve, ça veut dire qu'ils ne vivent pas avec les autres? Ils sont protégés. Ouais. Disons, c'est un mot poli pour expliquer qu'ils sont... C'est un mot pas très gentil. Réserve. C'est pas gentil, mais c'est exactement comme les réserves des Indiens aux États-Unis et au Canada. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui ont besoin à la fois de garder leur identité, ne pas se fondre et non pas se diluer
dans la masse, et je pense que chacun y trouve son intérêt. D'accord. Aujourd'hui, alors, hier, quand on entendait parler des Antilles, on entendait parler enfin, c'était très mélioratif, c'était la fête, c'était le savoir-vivre, c'était sympa. Depuis quelques années, quand on entend parler des Antilles, on entend parler beaucoup de chômage, de grève, de jeunes en difficulté. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'évolution du temps, comme partout. C'est-à-dire qu'on entendait parler effectivement de choses plutôt folkloriques. Il ne faut pas oublier que sur le plan de l'économie, l'économie, ce n'est pas une redistribution totale au niveau des populations d'outre-mer, quelles qu'elles soient, et surtout au niveau des Antilles. On est quand même dans une économie qui est l'héritière d'économies de plantation. Et puis forcément, chacun a voulu avoir des droits. Il y a une main-d'œuvre importante. Et puis il y a eu les soubresauts de cette économie de plantation, notamment sur la canne à sucre, dont on retrouve des séquelles à La Réunion, dont on retrouve des séquelles en ce moment en Guadeloupe et dont on retrouve des séquelles à la Martinique. La canne à sucre et la banane. Alors sur la banane, effectivement, ça a été bien organisé en matière de filière. Mais entre-temps, comme toutes les filières, même la filière de l'acier en Europe, cette histoire connaît des soubresauts. Et ces soubresauts ont provoqué des révoltes importantes, Oui, notamment oui. celle de ce qu'on appelle de Basse-Pointe à la Martinique dans les années 70, avec des dizaines de morts. La même chose en Guadeloupe, avec des révoltes extrêmement dures. Et plus récemment encore. Et plus récemment, dans les années 2009, avec un mouvement populaire qui a eu lieu en Guadeloupe et à la Martinique. Sur la cherté de la vie, en fait. Sur la cherté de la vie. Plus que à la fois la cherté de la vie et ce que je peux appeler le way of life de la vie, c'est-à-dire que on est dans une économie effectivement de colonisation avec un rapport avec la métropole qui est basé sur l'échange, mais presque dans un seul sens. C'est un peu l'exclusif du temps du commerce triangulaire. Hein, tout à fait. Et les gens ont dit, mais on peut avoir quand même à cultiver nos carottes, nos patates, nos ignames, nos fruits à pain, etc. Simplement entre un facteur qui est un facteur économique, ce n'est pas parce qu'à la Dominique on peut avoir un fruit à pain à 30 centimes qu'on l'a à la Martinique à 30 centimes. Donc c'est vrai qu'il y a une péréquation qui est en train de se monter, de se calculer, qui n'est pas si évidente que cela. D'où d'ailleurs, de façon régulière, des tables rondes, des assises. Mais c'est très étrange, Luc Laventure, que la France, pays de liberté, égalité, fraternité, ait mis cela en place. Peut-être qu'elle a mis cela en place il y a très longtemps, mais qu'elle ait laissé cela perdurer. Parce que la France est un pays européen jeune, mais également un pays adossé à une vieille civilisation et on ne révolutionne pas un cerveau comme on révolutionne une histoire. On en parlait l'autre jour dans un symposium avec Jacques Attali. Il disait que la France, c'est un pays féodal. Il disait, regardez, par exemple, au niveau des chefs-lieux, au niveau des grandes administrations, elles sont à l'intérieur du territoire français. Les métropoles, c'est Lyon, c'est Paris, c'est Lille. Ce ne sont pas les grands... Et même quand on a, par exemple, une ville comme Marseille, Marseille, c'est le phare d'Alexandrie. Marseille pourrait être Los Angeles de piquer cette expression, c'est le Los Angeles de l'Europe. Une porte extraordinaire mais bien évidemment, c'est le phare, c'est le phare de l'Europe, mais également une vitrine sublime. Plus qu'une vitrine, c'est un poumon. Les ports-conteneurs de Marseille, ça représente quand même un volume, un brassage sur le plan de l'économie, mais extraordinaire. Que fait-on de Marseille ? C'est vrai qu'au cours des 5 dernières années, on a essayé d'organiser Marseille, mais Marseille est repliée sur lui-même ou sur elle-même. Et c'est ça la France. Au niveau, on parlait du Commonwealth tout à l'heure, au niveau de la colonisation, la France n'a pas assumé
n'a pas assumé sa colonisation. Elle n'a pas dit oui, nous l'avons fait. Alors, on peut porter un jugement positif, négatif, etc. Moi, je porte plutôt un jugement négatif sur la colonisation, mais on peut se dire la chose suivante, assumons-le et voyons comment on peut sortir de cela pour sortir par le haut et faire en sorte que les cultures dont nous avons hérité tous, dont la France a hérité, faisons en sorte que ce qu'on appelle vulgairement les tirailleurs sénégalais. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce sont les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, grâce à Félix Eboué, qui ont fait que la France existe en ce moment. Et ce sont ces immenses armées qui ont fait que... Qui ont contribué à sa libération. Vous voulez dire. Non seulement sa libération, mais le fait que la France ait participé aux accords de Yalta. C'est grâce à cela que la France, c'est grâce à son immense empire à l'époque, autrement dit grâce à nous, que la France est à l'ONU. Du Conseil, mais bien sûr, membre permanente, l'un des 5 membres permanents. Mais bien sûr, donc au lieu de cheminer honteusement sur le chemin de l'histoire, assumons cette histoire, prenons-la à bras-le-corps et avançons. Alors vous pensez que cette idée-là, ce repli-là, empêche les énergies locales des Outre-mer de véritablement se... Partout, partout. Moi je pense, on a par exemple, je prendrai 3 exemples. Je prendrai la Réunion, même sur le plan du dialogue interreligieux. Même sur le plan du dialogue interreligieux, qui constitue l'ADN de l'actualité récente. La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, ce sont des terres quoi? Ce sont des terres interculturelles et ce sont des terres interreligieuses. C'est à la Réunion qu'il y a eu la première mosquée. C'est à La Réunion qu'il y a eu la première école coranique. J'ai fait quand même une dizaine de reportages. Fin 19e siècle. Absolument. La première mosquée, c'est La Réunion. Et quand vous allez à La Réunion, quand vous allez à Saint-Denis, vous allez à l'école coranique, vous discutez avec les gens, ça ne pose aucun problème, ni le voile, ni rien du tout. Et à côté de la mosquée, il y a un temple hindou, il y a la cathédrale dans un périmètre de même pas 1 km². Et tout le monde se parle. Tel commerçant d'origine hindou a son pas de porte accolé à un commerçant, puisqu'il constitue quand même une communauté très forte et très agressive au sens positif du terme sur le plan de l'économie, avec les musulmans du nord de l'Inde. Et tout cela se passe, c'est-à-dire on aurait dû, au niveau de ce qu'on peut appeler vulgairement les quartiers des métropoles françaises, s'inspirer du modèle de La Réunion. C'est la même chose en Guadeloupe, à la rue Frébeau, comme à la rue François Arago, à la rue Frébeau en Guadeloupe, comme à la rue François Arago à la Martinique. On a des cohortes de Syro-Libanais qui sont là depuis quand même plus d'un siècle et qui sont intégrés sur le plan économique, qui sont intégrés sur le plan politique et qui représentent vraiment des forces vives. Eh bien, je pense que la France devrait s'inspirer de ce qui se passe. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi elle ne le fait pas. Quand quelqu'un, alors soyons très directs, non, je ne vais pas le dire. Allez, je le dis pas. Quand quelqu'un dit, par exemple, la France est un pays d'origine blanche, judéo-chrétien, comme si judéo-chrétien c'était quelque chose n'est pas vrai. Bon, dans les années 40, ils ne le disaient pas trop. Hein. C'est ce que j'allais dire. Donc, on comprend aisément qu'effectivement, il y a une espèce de difficulté sémantique, une difficulté intellectuelle, si on peut parler de cette carence intellectuelle, d'assumer ce que l'on est, c'est-à-dire le fruit de brassage, le fruit de cultures différentes dont on devrait s'enorgueillir, dont on devrait se vanter, plutôt que de se replier sur une identité malheureuse qui n'existe pas. D'accord, donc c'est une identité fantasmée qui empêche, absolument. Qui empêche de voir les choses telles qu'elles sont et de profiter de tout l'apport de tous les éléments arabes, juifs, mais absolument. africains. Mais absolument. Pourquoi? Parce que l'histoire, mais je n'invente rien, l'histoire est toujours écrite par les chasseurs. Et quand l'histoire est écrite par les chasseurs, les lionceaux n'existent pas. Et les lions n'existent pas. Ce sont les chasseurs qui ont la plus belle place dans l'épopée. Et effectivement, l'histoire française est une série d'épopées, de mythes,
dont on n'aura pas depuis quand même moultes années. Alors comme tout le monde, hein, parce que je crois que tous les pays ont leur mythe on leur est fondateur. Oui, tout à fait. Et, on peut attendre de la France, qui souvent dans l'histoire a aussi été en pôle position de grandes transformations, qu'elle prenne aussi cela à bras-le-corps et que, tiens, peut-être qu'avec Macron, ça va aller dans ce sens-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, sur l'histoire de la Shoah? Il a fallu attendre des gens qui n'ont pas participé à la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir en parler sereinement. Et j'allais dire que ça ouvre des perspectives et des responsabilités pour nous, vous et moi, hommes de médias. C'est-à-dire que nous avons comme, j'allais dire, devoir. Malgré mon humilité qu'on vous connaît. Voilà, je crois qu'il faut que nous assumions notre propre rôle de médias, c'est-à-dire de faire le lien entre le passé et le présent, d'assumer notre histoire et de dire, voilà, nous allons non pas réécrire l'histoire, nous allons réemboîter le puzzle de façon à présenter une histoire vraie. C'est-à-dire, nous allons passer des contes et légendes, nous allons passer de l'épopée d'Ulysse à la vérité normale. Et au niveau des médias, au niveau des soubresauts que l'on a connus de part et d'autre de la Méditerranée, de part et d'autre de l'Atlantique, de part et d'autre du Pacifique, puisqu'on parlait de Los Angeles, eh bien nous avons, nous, médias, à écrire, à inscrire notre histoire contemporaine dans l'histoire générale, et nous avons, et vous notamment, grand historien, je crois que vous avez un rôle comme moi, comme nous, nos journalistes, et nous sommes des médiateurs, de faire en sorte que, effectivement, toutes ces histoires puissent constituer la vraie histoire que nous sommes en train de vivre et que nous allons écrire pour nos enfants. En vous entendant, je pense à Talleyrand qui disait... Je ne vais pas me comparer à Talleyrand. Non, pas du tout. Je n'ai pas son intelligence et je n'ai pas sa bosse. Ah, vous avez une autre intelligence. Merci. Chacun son intelligence. Mais Talleyrand disait justement, ce que vous dites à sa façon à lui, il disait que l'histoire, telle qu'elle est écrite, c'est une grande conspiration contre la vérité. Mais tout à fait. Mais ce sont tous ceux qui ont écrit l'histoire, sauf vous, qui ne faites que décrypter l'histoire, sont des escrocs. C'est-à-dire Napoléon, l'histoire du pont d'Arcole, c'est quand même, on sait que ça n'a jamais été vrai. Jules César, quand il écrit, quand je disais les chasseurs par rapport aux Gaulois, ce n'est pas vrai. L'histoire des Gaules, dont on nous a rabâché les textes à traduire quand nous étions potaches sur les bancs du lycée, on sait que tout cela n'est pas vrai. Mais je pense que nous, à notre époque, nous devons réécrire l'histoire avec les outils que l'on a, avec les réseaux sociaux et avec la façon dont nous avons à écrire cette histoire de façon participative avec les médias que nous avons. Alors, c'est votre objectif à Outre-mer 360 ? Alors, nous avons 3 objectifs à Outre-mer 360. Faire en sorte, alors c'est très simple et très compliqué et surtout très ambitieux. Pas prétentieux, mais ambitieux. Outre-mer 360, c'est dire à la France hexagonale, grâce à nous, encore une fois, on va vous sauver. Soyons d'une simplicité en disant, vous avez une richesse avec l'histoire, avec un grand H des Outre-mer, et de ce côté-là, nous allons jeter des ponts par-dessus la Méditerranée, par-dessus l'Atlantique, en disant, il faut intégrer à cette histoire toutes les populations du nord de l'Afrique. Il faut intégrer à cette histoire, et qui sont quand même dans ce qu'on appelle les métropoles de la France. Donc il faut intégrer et faire en sorte effectivement qu'avec ce croisement, on puisse écrire une histoire de la France qui soit complètement différente des clichés que l'on a en ce moment. Donc première chose, on a à réécrire cette histoire. La deuxième chose, donner ce qu'on appelle la lumière, exactement comme dans ce beau studio, sur des gens qui sont de jeunes pousses, qui sont des femmes et des hommes de 30, 35 ans, 40 ans, qui sont dans les grandes administrations françaises, dont on ne parle pas, et qui ont réussi, qui sont d'origine marocaine, tunisienne, algérienne, guadeloupéenne, etc., en disant, mais ce sont des produits de la France et ce sont des produits de croisement. Ils méritent la lumière.
et nous allons leur porter à la lumière. Ce sera notre deuxième objectif, qui est également votre objectif, puisque vous le faites également de votre côté. Et puis, la troisième chose, insister sur la notion du basculement économique. Parce que ce qui me frappe avec nos jeunes de partout, que ce soit des banlieues, que ce soit des grandes métropoles, que ce soit montrer qu'effectivement, sur le plan de l'économie générale, et notamment du digital, sur les startups, etc., il n'y a pas que des gens qui font que de la drogue, mais effectivement des gens qui participent à l'essor général. Et nous travaillons en ce moment avec une espèce, nous sommes en train de monter un club des entrepreneurs, un club des dirigeants d'outre-mer, un club des dirigeants. Quand je parle des outre-mer, pour moi, la Tunisie, c'est les outre-mer, c'est-à-dire c'est... J'allais vous demander. Voilà, c'est au-delà de la mer. Donc ce n'est pas que les insulaires, en fait. Ah non, ce n'est pas que les insulaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé à l'essor de l'Europe et qui ont leur rôle à jouer et qui continuent à jouer leur rôle en ce moment dans les économies européennes. Et quand je dis l'histoire de Marseille, ça me fait de la peine quand je vois Marseille, en me disant vraiment, c'est Los Angeles, mais quand on voit le nombre de ports-conteneurs qu'il y a à Marseille, c'est juste du bonheur. Ouais. Donc, montons cet écosystème, faisons en sorte qu'avec nos croisements, nous soyons plus que le phare d'Alexandrie, qui cette fois-ci ne va pas sombrer. Merci beaucoup, Luc Laventure, pour être venu nous apporter toutes ces précisions. Ce fut un plaisir. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur El Janoubia. Au revoir.